Merci beaucoup. D'abord, quelle étrange idée de devoir passer juste après Jean-Claude Amezen. Vous avez passé la barre très haut et j'aurais préféré qu'il y ait une pause entre deux, mais pas de chance, elle est juste après moi. Alors, quel est le rôle du politique, effectivement, face à ce sujet, puisque j'ai constaté que nous étions assez souvent interpellés. Je vais parler assez librement sur cette question. Je ne vais pas revenir sur les défis écologiques, parce que dans cette salle, il y a des experts qui le décriraient bien mieux que moi. Je ne vais pas revenir non plus sur leur origine anthropique, parce que finalement, ça ne change pas grand-chose par rapport aux précédentes guerres. C'est toujours nous qui causons des désastres ailleurs. Et simplement, ma conviction, c'est que, évidemment, seul l'homme peut se sauver de lui-même, qu'il en a très largement les capacités et que ce n'est pas du tout une fatalité. Alors, dans les débats politiques aujourd'hui, j'ai eu la chance, en fait, de vivre la politique en tant que conseillère, donc dans les soutes. Je disais souvent que j'étais dans les soutes. Et maintenant, comme femme politique plus exposée. Ce qui m'a toujours frappée, c'est deux choses. La première, c'est que les défis écologiques sont fondamentalement des défis régaliens. Ils se posent en termes économiques, bien évidemment. Il y a un dernier rapport de la Banque mondiale qui le montre très bien. Ils se posent en termes de sécurité. Il se pose en termes juridiques. En termes de sécurité, souvenez-vous qu'en 2007, c'était le Conseil de sécurité des Nations Unies qui avait consacré justement une de ces réunions aux implications en termes de sécurité des changements climatiques. Et quand on en discute dans nos pays, on parle d'environnement. Ça veut dire qu'on assimile ce défi à une problématique de qualité de vie. Ou alors on va parler de développement durable. Permettez-moi d'être un peu critique à l'égard de ce concept de développement durable, en tout cas tel qu'il est formulé et pensé en France, puisque finalement, ça voudrait dire que ce n'est pas un problème si grave et qu'on va pouvoir l'arbitrer avec d'autres enjeux. Trouver un équilibre. D'ailleurs, in fine, ça se finit de manière assez simple, puisque l'environnement est considéré comme la troisième et dernière préoccupation, ou l'écologie est la troisième et dernière préoccupation du politique. Tout ça, Jean-Claude Amezen l'a dit tout à l'heure, c'est lié à une réalité très simple, c'est que ignorer que l'écologie est un défi régalien, ça permet aussi de ne pas aborder frontalement la question de on peut résoudre la question écologique finalement en acceptant des inégalités croissantes et majeures à travers le monde. C'est très juste de dire ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est très juste de dire que les grandes épidémies ne deviennent un problème que dès lors qu'elles franchissent la Méditerranée. Tant qu'elle n'avait pas franchi la Méditerranée, elle n'était pas un problème politique, elle ne se posait pas, d'ailleurs, en ces termes, à la communauté internationale. Et aujourd'hui, ce qui frappe le plus dans le débat politique, c'est les conclusions du GIEC qui dit « bah non, l'Europe ne sera pas épargnée par les changements climatiques. Non, il va y avoir des inondations de plus en plus fréquentes, il y aura des épidémies de plus en plus fréquentes, et donc peut-être que ça pourrait un petit peu inciter à l'action. » Alors il y a un deuxième élément qui me frappe dans les débats politiques, c'est que la connaissance et la science, en général, s'arrêtent dès qu'on parle de questions écologiques. Là, automatiquement, vous faites partie des grands obscurantistes, des grands défaitistes, et là, automatiquement, non. On trouve formidable, un nombre incalculable d'ailleurs de climato-sceptiques qui font tout sauf du climat, mais c'est très étonnant de constater combien la science et la connaissance s'arrêtent aux portes du Parlement, et même à d'autres portes d'ailleurs, dès lors qu'on aborde les questions écologiques. En conséquence, en fait, on voit très bien que le politique aujourd'hui, le système politique, c'est pas le politique, c'est le système politique, s'accorde finalement assez mal de ces défis. Mais c'est plutôt une chance pour nous, c'est plutôt une chance pour notre génération, parce que ça nous permet, justement, cette incertitude, ça nous redonne la liberté de penser, ça nous redonne la liberté de proposer. Dans les années 70, il aurait les années alors surtout au début des années 70, les années où le système industriel avait été tellement vecteur de confort, c'était impossible de le remettre en question. Dans les années 80-90, idem, c'était impossible de remettre en question le système de croissance quantitative, ça a été évoqué tout à l'heure, tel qu'il était pensé. Aujourd'hui, de nouvelles voix sont audibles. Elles peuvent s'exprimer. Ce n'était pas le cas auparavant. Donc c'est quand même une chance dans la pratique politique, il faut voir le bon côté des choses, c'est quand même une chance parce que ces évolutions nous permettent effectivement de retrouver un peu de capacité de pensée et surtout de capacité d'expression.
Alors, est-ce que j'ai confiance ou pas dans la possibilité, parce que la question qui m'était posée, c'était confiance et espérance. Confiance et espoir, peut-être. On va éviter la dimension trop religieuse, mais confiance et espoir. Oui, j'ai confiance parce qu'aujourd'hui, on écoute de plus en plus des femmes et des hommes qui inspirent. En tout cas, la société les écoute. La société écoute de plus en plus Jane Goodall, Pierre Rabhi, Younous, même Jean-Claude Amezen quand on a la chance de l'entendre, Gilles Boeuf, ici d'ailleurs la salle est pleine. Donc la société effectivement écoute ces femmes et ces hommes qui inspirent. Deuxièmement, il y a aussi une génération, ce qu'on appelle la génération Y, qui est une génération montante et qui, même si elle reste encore minoritaire, a ses préoccupations dans ses fondements, même dans ses fondements culturels. Et puis troisièmement, je vais vous dire très honnêtement, c'est toujours plus agréable d'être optimiste que d'être pessimiste. C'est comme croire en Dieu. Tant qu'on est vivant, c'est toujours plus agréable d'y croire. Donc je reste très optimiste et l'utopie, c'est un des fondements de la politique. Alors, pourquoi est-ce que je reste très optimiste ? Parce que quand on n'arrive pas à prendre un problème de face, et c'est le cas aujourd'hui sur les questions écologiques, il faut le prendre de biais, il faut l'esquiver. C'est un petit peu comme dans un combat. Quand vous êtes face à quelqu'un qui est plus fort que vous, il ne faut jamais le prendre de face parce que vous aurez systématiquement perdu. Et il y a bien des moyens de relever ce défi sur le plan politique. Le premier d'entre eux, le plus évident, c'est de remettre en question la boussole des politiques. La boussole des politiques, c'est le PIB. On ne raisonne aujourd'hui qu'en termes d'évolution du PIB et ses conséquences pour l'emploi. Or, ce PIB, entre 1973 et 2008, il a progressé de 113% en euros constants par habitant. Par contre, le bien-être subjectif, tel qu'il est mesuré de manière constante depuis 1973, a stagné. Donc il n'y a pas de corrélation évidente, peut-être à notre stade de développement, mais il n'y a pas de corrélation évidente entre PIB et bien-être. Pourquoi ? Parce que le paradigme du PIB, il a été conçu au début du siècle dernier pour invalider une société agraire et donner une valeur à une société industrielle, et donc c'est un paradigme de flux. On calcule, on additionne des flux. On donne une valeur monétaire à des ressources marchandes, ou qu'on considère comme marchandes. Donc c'est vrai, nous avons à peu près tout marchandisé, en tout cas nous essayons de tout marchandiser. D'ailleurs, c'est une question qu'on s'était posée avec vous, professeur, quand on avait voulu donner une valeur aux écosystèmes, mais vous en reparlerez sans doute tout à l'heure, est-ce que c'était légitime de vouloir donner une valeur monétaire à des écosystèmes? Donc nous avons à peu près tout marchandé, nous avons construit un PIB qui est un indicateur de flux, donc qui par définition, par construction même, ne dit rien du capital. Le capital environnemental, j'en parle pas en termes monétaires, mais en tant que legs que nous allons transmettre à nos enfants, le capital environnemental, le capital humain. Il faut même savoir que ce PIB, il s'en nourrit de la dégradation du capital. Il est très content des problèmes écologiques, le PIB. Quand il y a des déforestations majeures, le PIB augmente. Quand il y a des problèmes de santé, le PIB augmente. En tout cas, quand on répare, plutôt évidemment que quand on prévient. Mais quand il y a des problèmes de santé, le PIB augmente. Quand il y a des accidents de la route, le PIB augmente. Donc, on ne peut pas demander au PIB ce pourquoi il n'est pas fait, ce pourquoi il n'est pas construit. Et en même temps, le PIB, ce n'est pas un paradigme incontournable. Il est historiquement daté. C'est ce qu'a très bien montré le rapport d'Amartya Sen, Stiglitz et Fitoussi. Ils nous ont ouvert d'autres portes. Ils nous ont ouvert d'autres pistes de réflexion, d'autres boussoles. Alors, il y a des tas de tentatives à travers le monde sur ce sujet. On parle souvent du Bhoutan, il y a le Better Life Index de l'OCDE, il y a le Happy Planet Index. Les travaux britanniques actuellement sont en cours sur ce sujet aussi. Donc, il y a bien des moyens d'essayer de proposer autre chose. On a essayé avec une fondation qui s'appelle la Fondation Spinoza. On a essayé d'emmener avec nous les parlementaires. On a essayé de créer des clubs de parlementaires. Bon, on fait des clubs, parce que les parlementaires aiment bien faire des clubs, parce que comme ça, on a des petits déjeuners gratuits. Donc, on fait des clubs, mais malheureusement, la réflexion n'avance pas. Pourquoi ? Parce que je me suis trompée sur un point, c'est évident. C'est qu'il ne fallait pas commencer par la structure politique. Il fallait forcément commencer plutôt par la société. Donc, on s'est tourné vers l'UNESCO. Et là, je dois dire qu'auprès de l'UNESCO, la réflexion avance beaucoup mieux. Deuxième piste de réflexion, deuxième manière d'essayer d'aborder la question, c'est le modèle de décision. C'est d'ailleurs peut-être plus là où vous m'attendez aujourd'hui. Sur le modèle de décision,
on s'étonne toujours effectivement qu'à l'issue des grands sommets comme Copenhague ou à l'issue des sommets européens, nous n'arrivions pas à avancer sur ces sujets. Mais comme me l'a très bien dit un ami, dans un système, dans une organisation donnée, les décisions sont prédéterminées in fine. Il ne peut pas en sortir autre chose. Donc, c'est fondamentalement le système de décision qu'il faut revoir. Parce que la question écologique, elle pose des questions de société. Elle pose la question de la société de consommation. Elle pose le choix du qualitatif sur le quantitatif. Elle pose notre rapport à l'animal. On y reviendra peut-être aussi si vous le souhaitez. Elle a une dimension fondamentalement culturelle. C'est ce qu'a expliqué Jean-Claude Amezen tout à l'heure. Donc ce débat-là, c'est forcément la société qui doit le poser. Et quand on a fait le Grenelle de l'environnement, ce qui m'a beaucoup intrigué, amusé et inquiété en même temps, c'est que nous n'avons retenu du Grenelle de l'environnement que les décisions. Alors, le nombre de bâtiments qu'on allait rénover, le taux d'énergie renouvelable que nous allions atteindre, la trame verte et la trame bleue. Pardon, mais en réalité, ça, ce n'était pas important. C'était peut-être même le moins important. Ce qui était intéressant et ce qui était important dans le Grenelle de l'environnement, c'est que le système de construction de la décision a fonctionné. Et ce système, il était basé sur quelques principes simples. On a mis autour de la table 5 parties prenantes, les 5 parties qui représentaient, alors plus ou moins bien, la société, et aucune des parties prenantes, aucun des collèges n'était plus gros que les autres. Parce que jusqu'à présent, on avait d'un côté l'État, de l'autre côté les associations environnementales, et c'était un rapport entre le blanc et le noir, donc ça n'aboutissait systématiquement à rien. Donc on a mis nos 5 collèges, aucun plus gros que l'autre. Deuxième principe qui avait été posé, c'est que l'État, il n'a pas toujours bien respecté, mais l'État devait rester silencieux. Il apportait son expertise, mais il devait rester silencieux. C'était les acteurs qui devaient conduire les débats selon un ordre du jour qui était totalement libre. Et puis le troisième élément, c'est qu'on a laissé le temps. On a mis tout le monde dans un bocal et on a laissé le temps aux personnes de se connaître, de dialoguer et d'aboutir à un consensus. Et on s'était engagé à ce que l'État reprenne ce consensus. Et le deuxième élément du Grenelle qui était très important, non seulement ça a réussi, mais surtout, il y a des principes qui en ont été tirés. Et ces principes, ils étaient dans le discours du président de la République en octobre de l'époque. Ils étaient inscrits, mais personne ne les a écoutés, ou alors on les a un petit peu rapidement oubliés. Il y avait des principes extrêmement intéressants. Le principe que pour tout grand projet, par exemple, se soumis à enquête publique, la décision à 5 se substituerait automatiquement à toute forme de décision administrative. C'est-à-dire que si les acteurs autour d'un grand projet arrivaient à se mettre d'accord par consensus, automatiquement, cette décision se substituerait à toute forme de décision administrative. On avait acté le principe que tous les grands projets seraient arbitrés en intégrant leurs coûts pour le climat et la biodiversité. On avait oui, c'était écrit. Hein. On a un troisième principe qu'il fallait inverser la charge de la preuve. Donc ça n'était plus au projet écologique de prouver leur intérêt, donc par exemple la construction d'un passage pour les crapauds, parce qu'on nous cite toujours cet exemple, mais c'était au projet non écologique de prouver que c'était le dernier recours et qu'il n'était pas possible de faire autrement. Il y avait d'autres principes, le droit à la transparence totale des informations environnementales et de l'expertise, le droit à l'alternative. Et ce qui est dommage, donc on a abouti vraiment à des choses qui étaient importantes. Et finalement, il aurait mieux valu passer beaucoup de temps à traduire ces principes que passer beaucoup de temps à négocier quelle serait exactement la norme des bâtiments en 2012 ou comment est-ce qu'on organiserait la trame verte et la trame bleue. Parce que le défi écologique, il est passionnant, ça nous oblige à être beaucoup plus innovants, pas sur le plan technique ou technologique, mais surtout sur le plan sociétal. Sur le plan juridique, ça nous oblige à penser le statut des biens publics mondiaux, on vient de l'évoquer, les dépalacés environnementaux, l'écocide aussi, imaginer l'écocide à l'échelle internationale. Alors oui, je reste optimiste parce que aujourd'hui, je pense aussi que beaucoup des solutions, et vous m'arrêtez parce que je ne sais pas où j'en suis dans le temps, d'accord, beaucoup des solutions passeront, comme je vous le disais, de biais. Ce qui me frappe beaucoup aujourd'hui, c'est que émerge une société, une forme d'économie, alors on en discutera, collaborative et participative. On voit le succès énorme des systèmes comme Blablacar, l'habitat participatif, les coopératives énergétiques, alors plus dans d'autres pays que dans le nôtre, les systèmes de monnaie libre.
les systèmes du crowdfunding. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a comme rapport avec les problématiques écologiques? C'est un rapport très très simple. C'est que ce sont des systèmes qui sont basés, qui permettent une économie de ressources. Ce sont des systèmes qui ne sont pas basés sur une utilisation quantitative de ressources, mais l'usage de certains biens et qui permettent d'économiser des ressources. Et aujourd'hui, ces systèmes se développent vite. Alors est-ce qu'il faudrait tout de suite les ériger en principe politique, les encadrer, les accompagner? Moi, je suis plutôt partisan de les laisser vivre, de laisser ces expérimentations se développer, de les observer, et qu'ensuite, le politique ne se pose plus comme celui qui va réglementer, mais comme celui qui va, au contraire, rendre possible leur émergence et les laisser évoluer. J'étais un peu frappée d'ailleurs que face au crowdfunding, l'une des premières préoccupations a été de savoir comment on allait réglementer le crowdfunding. Deuxième élément d'espoir dans tout ce qui se crée actuellement, c'est qu'on voit bien que nos concitoyens, aujourd'hui, ont besoin de retrouver des espaces de liberté, et notamment dans l'organisation de leur temps. Donc, ils aspirent au développement du coworking. Et quand on regarde les différentes enquêtes, le coworking a un potentiel énorme. Quel rapport avec notre sujet? Tout simplement que l'une des premières sources d'émissions de gaz à effet de serre, ça reste le transport. Et que le système de coworking permettra en plus à chacun d'être ici salarié, là entrepreneur, là avoir une autre vie, donc de participer un peu, on va devenir des hommes ou des femmes iPhone, de participer à différents systèmes. On parle de tribus de coworkers. C'est un autre mode de fonctionnement extrêmement positif, là aussi, pour relever le défi écologique. Je pourrais aussi vous citer, bien évidemment, les objets interconnectés. Je voudrais juste vous parler de l'école, parce qu'on revient toujours à la question de l'éducation et de l'école. Tout ceci n'est possible, en même temps, que si nous avons derrière la culture et le savoir, la connaissance. L'école, aujourd'hui, on nous spécialise très très tôt. Or, par rapport à l'ensemble de ces défis, si on veut vous faire participer à ces débats, par définition, il faut avoir un savoir beaucoup plus large, beaucoup plus universaliste, beaucoup plus ouvert que le savoir qu'on nous délivre aujourd'hui. Et ce serait extrêmement intéressant d'ailleurs de remettre en question les méthodes pédagogiques, qui sont des méthodes extrêmement fermées, extrêmement sclérosantes. J'ai 3 enfants, je souffre pour eux, je ne leur dis pas. Mais honnêtement, c'est extrêmement difficile de leur expliquer combien c'est intéressant d'apprendre quand on passe des heures et des heures et des heures à relire des choses parfaitement incompréhensibles, même pour un adulte éduqué. Donc, pardon, c'est une digression totalement politiquement incorrecte, mais l'école, aujourd'hui, si on pouvait revenir à un savoir par l'expérimentation, un savoir universaliste, le plus longtemps possible, qui s'ouvre aux questions de la physique et de la biologie. Parce que quand j'ai donné des cours à Sciences Po, quand on commence à parler d'écosystème, on a perdu la moitié de l'amphi. Voilà. C'est pas très compliqué, mais il y a quelques petites choses à savoir, les écosystèmes, l'impact à long terme des faibles doses, les effets cocktails, mais quelques petites choses qui permettraient aussi de clarifier et d'objectiver le débat, et donc d'améliorer la décision politique dans ses fondements. Donc oui, je suis optimiste parce qu'on a réussi récemment, par exemple, à porter des débats sur l'animal. On a fait un colloque sur l'animal et on l'a porté plutôt sous l'angle culture, plutôt sous l'angle, voilà, remettons en question notre rapport à l'animal, pas simplement dans la connaissance scientifique que nous avons de notre rapport à l'animal, puisque finalement, comme le dit très bien Gilles Boeuf, nous sommes une ode à la biodiversité par le fait que nous ayons nous-mêmes plus de cellules non humaines que de cellules humaines, mais surtout dans cette construction culturelle que nous avons du rapport à l'animal. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que, certes, il y a eu des critiques, hein, ça n'a pas été très simple de l'organiser, ce colloque. Il y a eu des critiques. On m'a expliqué que j'étais dorénavant dans les mains des extrémistes américains. Mais on a réussi dans la salle à mettre autour de la table des intellectuels, des philosophes, des scientifiques, à débattre toute une journée. Et finalement, la question de l'animal, elle se pose aujourd'hui de manière beaucoup plus raisonnée, je l'espère, et raisonnable peut-être, qu'auparavant. Donc oui, je suis optimiste, parce que les changements, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Claude Amezen, je rebondis sur lui parce que c'est plus facile, les changements que nous attendons de la nature,
viendront effectivement d'un changement profond de notre société. Mais la grande différence, c'est qu'effectivement, dans la nature, il faut des années, des années et des années pour que ces changements s'opèrent. Changement de société, ça peut être beaucoup plus rapide. Et ça, c'est aussi un moyen de dire, arrêtons de penser qu'on ne peut pas le faire parce que le politique ne s'inscrit pas dans le long terme, que ce sont des enjeux de long terme et donc que ça ne parle à personne. On peut tout à fait le faire parce qu'un changement de société, ça peut être relativement rapide dès lors qu'effectivement, on essaye de s'y prendre de la bonne manière. Je vous remercie.